soir, au tour des Premières Nations de rencontrer le pape François au Vatican. De Rome, la grande chef d'écrit Mandy Gall-Masty nous raconte ce moment historique. Retour sur le rôle du Canada dans le conflit en Ukraine avec l'ex-ministre des Affaires étrangères, Pierre Petitgrou. À quoi s'attendre du prochain budget de la ministre Freeland la semaine prochaine? On en discute avec notre panel d'observateurs. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le pape François n'a toujours pas présenté d'excuses officielles ni confirmé qu'il viendrait au Canada. Mais les espoirs sont élevés au terme d'une troisième rencontre avec des représentants des communautés autochtones du pays. Après les Inuits et les Métis en début de semaine, c'était au tour des représentants des Premières Nations aujourd'hui de s'entretenir avec le souverain pontife au Vatican. L'audience privée avec les 13 délégués autochtones devait initialement durer 1 heure, mais elle a été plus longue que prévu. Ce fut l'occasion, encore une fois, de raconter au pape l'histoire des pensionnats, dont la majorité était dirigée par l'Église catholique. On estime que 150 000 enfants autochtones ont été arrachés à leurs familles, puis placés dans ces établissements. Jusqu'à 6 000 d'entre eux y ont trouvé la mort, selon la Commission Vérité et Réconciliation. L'action 58 du Commission de Vérité et Réconciliation demande le pape de présenter une excuse aux survivants, leurs familles et leurs communautés pour les actions de l'Église catholique romaine dans leur rôle des actions spirituelles, culturelles, émotionnelles, physiques et sexuelles, formes d'abus contre les nations autochtones, les Inuits et les enfants métis durant leur temps dans les écoles pensionnements dirigées et aménagées de l'Église catholique. Une excuse qui est nécessaire pour notre guérison est de commencer sur une marche de réconciliation et de regarder la vérité de ce qui s'est passé dans ces écoles. 2 gestes qui ont été posés qui, il me semble, ce matin, se répondaient et qui donnent bien le ton du climat que nous avions. Pour ce qui est des paroles, nous en avons entendu, mais le climat, on a remis au Saint-Père, vous avez remis au Saint-Père, de tout petits mocassins. Et ça vient nous redire que nous portons dans cette délégation le souci, le souvenir, la mémoire vivante de ceux et celles pour qui nous sommes ici, avec cette mémoire des écoles résidentielles. Je retrouve à Rome Mandy Gall-Masty, qui est la grande chef du Grand Conseil d'écrit du Québec. Bonsoir, Madame Gall-Masty. Bonsoir. Vous avez donc participé à cette rencontre au Vatican avec le pape plus tôt aujourd'hui. On vient de vous entendre. Vous aviez l'air ému à la sortie de cette réunion. Racontez-nous comment ça s'est passé aujourd'hui. Merci pour la question en premier. Je trouve que la délégation était bien préparée. On a travaillé tellement fort sur notre message. Aussi, on était accompagnés par des aînés. On a eu beaucoup de direction de notre aviseur spirituel. Dans leur rencontre avec le peuple, c'était seulement les délégats qui sont passés dans la chambre avec lui et aussi des représentants du conférence canadienne de Catholic Bishops. On a tous présenté chacun notre message. Il y avait 4 thèmes dans le message. Un thème en premier de la vérité et réconciliation. Aussi, on a parlé des tombes qui ont été trouvées au Canada. Aussi, on a parlé de la guérison et on a aussi parlé de notre futur ensemble, comment on peut travailler ensemble entre les nations autochtones et l'Église catholique. Oui. On sait que lundi, lors de la première rencontre avec les représentants des Métis et des Inuits, le pape François s'est placé en mode écoute, s'est montré réceptif aux témoignages qu'on lui a présentés. Est-ce que le pape a fait preuve d'ouverture encore aujourd'hui, vous diriez? Oui, le message qui était présenté par le pape après, il a parlé en italien, c'était traduit par quelqu'un qui était avec lui en anglais. Il a déposé un message que moi, je trouvais vraiment ouvert. Il a remarqué qu'on est venu ensemble avec une grosse esprit de communauté. Aussi, il a dit qu'il remarquait beaucoup qu'on avait beaucoup de fierté pour notre culture, la spiritualité et notre passion pour l'environnement.
Il a parlé aussi qu'il voyait que dans le passé, on a rencontré beaucoup de réjections, réjections ethniques, religieuses, de discrimination. Il a parlé un peu du colonization aussi et comment que ça laissait une grosse tâche sur le peuple autochtone. Il a dit que ce soir, il va rentrer en prière et méditation pour réfléchir sur son message demain. Bon. Mais moi, je trouvais qu'il était vraiment ouvert. Oui, parce que justement, le but ultime de ces rencontres avec le pape pour les peuples autochtones, c'est de recevoir des excuses officielles de l'Église catholique pour son rôle, dans la majorité des pensionnats autochtones au Canada. Le pape va donc vous rencontrer justement les représentants, en fait, des 3 délégations demain, vendredi, lors d'une audience générale. Qu'est-ce que vous espérez de cette rencontre de vendredi? J'espère en premier qu'il va dire qu'il va livrer une excuse en personne au Canada, de vraiment parler comment qu'il voit ce voyage passer, où il va y aller. Pour moi, c'est très important qu'il rencontre pas seulement les Premières Nations, mais aussi les autres nations, les nations métiers, les Inuits. On a chacun eu une expérience dans ces écoles et je trouve que c'est très important qu'il prenne le temps avec chaque de les 3 nations qui sont présentées ici en Ronde. Oui, parce que, un des participants à ces rencontres avec le pape cette semaine, c'est Phil Fontaine, ex-chef national de l'Assemblée des Premières Nations, lui-même survivant des pensionnats autochtones. Il a suggéré que ces excuses officielles du pape soient présentées à Winnipeg. Expliquez-nous pourquoi c'est important pour vous que ces excuses se déroulent en sol canadien. On a eu plusieurs recommandations du délégation pour Phil. Je pense que c'était très important qu'il ait dit Winnipeg. Moi, je demande un grand support pour chef Cookpie Roseanne Casimir. J'aimerais voir le pape entrer dans le territoire de Kamloops, un territoire autochtone, et notamment la place où on a, pour la première fois au Canada, eu le rapport des enfants qui ont été trouvés. Il y avait plusieurs autres places qui ont été recommandées, mais moi, je trouve que c'est important qu'ils rentrent dans le territoire autochtone, le territoire métis et aussi le territoire inuit. Oui. Est-ce que c'est une majorité des survivants des pensionnats autochtones qui est prête à recevoir les excuses de l'Église catholique? Je dirais que c'est quelque chose de tellement dur. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont prêts pour ça. Il y a aussi des personnes qui disent que pour eux autres, c'est pas un processus qu'ils veulent rentrer dedans. C'est quelque chose de dur. Quand tu veux avoir de la guérissance, ça commence vraiment de faire, de savoir et de dire que vous êtes fâché contre quelque chose que tu as convaincu. Je comprends qu'il y a des réactions comme ça. Je trouve que c'est complètement approprié. Ouais. Mais aussi, je trouve que c'est vraiment important de dire que on a une ouverture pour travailler avec l'Église. On est là pour recevoir le pape pour une excuse, mais aussi on est là pour vraiment réfléchir, ça va être quoi la future entre les personnes autochtones et l'Église catholique. Oui. Parmi les autres demandes cette semaine, il y a aussi celle d'avoir accès aux archives de l'Église catholique pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans les pensionnats. Vous avez parlé aujourd'hui de l'importance de découvrir d'ailleurs toute la vérité. Est-ce qu'il y a eu du progrès en ce sens cette semaine? Et expliquez-nous pourquoi vous tenez tant à mettre la main sur ces archives de l'Église catholique. Pour nous autres, il y a plusieurs enfants qui se sont fait trouver dans des tombes. On n'a pas toujours des informations c'est qui. On n'a pas toujours des informations pourquoi quelqu'un n'a pas retourné de l'école. Et aussi, on a de temps en temps aussi des informations sur des personnes qui sont sauvées de l'école et nous ne savons pas où ils sont passés. C'est pour ça que je trouve qu'avoir l'accès complètement aux archives de l'Église catholique est une des grandes choses qui va démontrer une ouverture de leur part de travailler avec nous autres pour découvrir la vérité de ce qui s'est passé dans ces écoles. Oui, c'est ça. Ça permettrait effectivement de mieux comprendre ce qui s'est passé. Évidemment, ces rencontres cette semaine avec le pape, ça s'inscrit dans un processus qu'on veut de guérison des nombreux traumatismes vécus par les Autochtones dans les pensionnats. Vous en avez parlé d'ailleurs en conférence de presse de ces traumatismes. Avez-vous le sentiment que ces rencontres historiques cette semaine
ça va permettre de passer à une autre étape dans la guérison? J'espère tellement que oui. On a fait tout notre travail. On a déposé un message très clair, très fort. Et je trouve la plupart du travail en avançant ce dossier reste avec l'Église catholique et le pape aussi. Oui, on vous souhaite donc que ce processus de guérison se poursuive ou s'entame, dépendamment des personnes touchées. Mandy Gall Masti, je rappelle que vous êtes grande chef du Grand Conseil des cris du Québec. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de séjour à Rome. Merci beaucoup. Merci. Retour sur la guerre en Ukraine, le premier ministre Justin Trudeau croit que le président Vladimir Poutine n'a pas sa place au prochain sommet du G20 qui se déroulera à Bali au mois de novembre. M. Trudeau a affirmé aujourd'hui avoir contacté le président de l'Indonésie afin de lui partager son point de vue. Voici M. Trudeau. Je ne peux pas voir comment il y a des leaders comme moi qui pourraient s'asseoir autour de la même table de Vladimir Poutine pour faire semblant que tout va bien, on a la capacité de travailler ensemble. Il a démontré un manque de respect total pour la loi et l'ordre à l'international, la croissance économique, le bien-être et la souveraineté des autres pays. On ne peut pas prétendre que ça va être normal. Si c'est juste qu'il ne sera pas là cette année, c'est une première question. Expulsion long terme, on va avoir des discussions là-dessus. Le Canada, qui dès le début de l'invasion russe n'a pas caché sa solidarité envers l'Ukraine, alors que le conflit entre dans sa 6e semaine, je parle de la réponse canadienne justement avec Pierre Petitgrou, qui fut ministre des Affaires étrangères du Canada et ministre du Commerce international, entre autres choses, au sein du gouvernement de Jean Chrétien. Bonsoir, M. Petitgrou. Bonsoir. Bon, dès le début des hostilités, le 24 février, et même avant ça, le Canada a dénoncé tout de suite l'attitude de la Russie, a annoncé aussi son soutien à l'Ukraine, entre autres envoyé de l'équipement militaire. C'est un soutien qui s'est transformé, je dirais, et adapté au fil des jours et des semaines. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le Canada a répondu à ce conflit jusqu'à maintenant? Mais j'ai été assez impressionné. Le gouvernement s'est engagé à fond et dès le départ, vous avez raison, nous avions vu venir les choses et le premier ministre lui-même est allé en Europe 2 fois depuis le début. La ministre Joly était à Munich à la première grande réunion de l'OTAN où on a vu la réponse absolument unanime de l'Union européenne et des autres membres de l'OTAN, plus unis que jamais. La ministre Freeland, évidemment, est aussi allée en Europe. Vous savez, elle est elle-même d'origine ukrainienne. Alors, le gouvernement, au plus haut niveau, a manifesté la très grande solidarité du Canada. Il ne faut pas oublier qu'on a au Canada 1 400 000 Canadiens d'origine ukrainienne. Et la diplomatie canadienne a été extrêmement active, comme j'ai dit, au plus haut niveau du gouvernement, mais au niveau des diplomates également, pour s'assurer que la réponse de l'alliance de l'OTAN, qui a retrouvé un nouveau souffle, soit aussi dynamique que possible. Alors, je crois que le Canada s'est beaucoup animé à faire beaucoup d'appui à l'Ukraine, mais c'est aussi activé auprès des autres membres de l'OTAN pour s'assurer de cette unité. Oui. Le Canada a aussi imposé, on le sait, des sanctions économiques à la Russie, entre autres contre des membres de l'entourage de Vladimir Poutine et contre des banques russes. Il a aussi interdit des exportations de technologies vers la Russie. À quel point, selon vous, ces sanctions économiques du Canada contre le régime russe sont efficaces? D'abord, celles du Canada ont été élevées. Et on a donc donné l'exemple aux autres pays. On a donné le niveau auquel les autres devaient participer également. Et donc, là aussi, nous avons fait preuve de leadership, notamment au niveau des institutions financières. Alors, et ça a été extrêmement important. On dit que autour de la table de négociation à Istanbul, entre les Russes et les Ukrainiens, les Russes reviennent constamment sur les sanctions canadiennes et dont tous les autres membres de l'Alliance sont solidaires. Donc, manifestement, ça fait très mal. Cependant, ça prend du temps. Les sanctions, on sait, ça prend du temps avant d'avoir l'effet escompté. Alors, il faut espérer que nous continuions, que nous ayons la patience et la solidarité qui se maintiennent, parce que c'est le temps
risque de poser un problème. En même temps, au-delà des sanctions, la Russie, comme le pétrole a énormément monté, sont en train de compenser par d'autres revenus. Alors, c'est important de maintenir les sanctions, mais il faut savoir qu'elles ne régleront pas tous les problèmes. Ouais. Est-ce que vous pensez que le Canada aurait pu en faire plus, quand même, à cet égard? Non, je pense qu'on est au bon niveau à l'heure actuelle et puis il faut aussi s'en garder parce que si nous voulons convaincre Poutine de ne pas aller plus loin par rapport au chimique, par rapport au nucléaire, il faut aussi se garder de l'espace. Je pense qu'on a été au bon niveau. Ce qui m'impressionne, c'est que nous ayons été capables de le faire si rapidement. Après l'invasion de la Crimée, nous avions pris 5 mois sous le leadership américain de Obama à l'époque, l'administration Obama, 5 mois avant de faire des sanctions. Cette fois-ci, ça a été 5 heures. Et donc, on est au bon niveau. Il faut se garder des marges encore parce que si la situation se détériorait par rapport au chimique, par rapport au nucléaire, par rapport à l'humanitaire, il faudra y aller plus fort encore. Oui. Le temps file. Je veux vous entendre sur le rôle du Canada dans l'OTAN maintenant, parce qu'on le sait, l'Alliance demande aux pays membres de consacrer 2 de leur PIB aux dépenses militaires. Le Canada, évidemment, on est loin du compte avec 1,4 On attend jeudi prochain le dépôt du budget de la ministre Chrystia Freeland. Est-ce que le Canada, vous pensez, n'aura pas le choix, finalement, que d'augmenter ses dépenses militaires? Oui, écoutez, à l'époque où j'étais ministre, à la fin des années 90, nous avions eu ce que nous appelions le dividende de la paix. Comme nous avions mis fin à la guerre froide avec l'implosion de l'Union soviétique, tous les pays, dont le Canada, nous avions beaucoup réduit nos budgets militaires. Alors, c'était dividende de la paix, si vous voulez, après la guerre froide. Manifestement, Poutine nous a démontré maintenant qu'il fallait redevenir beaucoup plus actif au plan de la défense. Et je vous rappelle, Madame Bégin, que la Russie est un voisin géographique du Canada dans le nord, dans l'Arctique. Et donc, il va falloir absolument moderniser, renforcer notamment NORAD, au-delà de l'OTAN, mais également notre participation à NORAD, parce que nous aussi, nous sommes voisins de la Russie. Alors, on verra ça, évidemment. La semaine prochaine, si le Canada va augmenter ses dépenses militaires et dans quelle mesure? Pierre Petitgrou, entre-temps, je rappelle que vous êtes ex-ministre des Affaires étrangères, entre autres choses, du Canada. Je vous remercie beaucoup de cette analyse. C'est très, très apprécié. Merci. À bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Le Bloc québécois a présenté ses exigences aujourd'hui en prévision du dépôt du budget de la ministre Chrystia Freeland jeudi prochain. Le Bloc émet ce qu'il appelle 5 demandes inconditionnelles pour appuyer le budget, dont bien sûr l'augmentation des transferts en santé et la hausse des pensions de sécurité de la vieillesse dès 65 ans. Mais par-dessus tout, le chef bloquiste prévient Ottawa de ne pas s'ingérer dans les compétences du Québec. Je vous dirais que de façon générale, il y a une condition globale qui sera incontournable de la part du Bloc québécois. Et ce sera que ce budget s'abstienne de donner libre cours à la tendance centralisatrice, aux empiètements, aux piétinements et aux ingérences que laisse entendre à même son libellé l'entente entre les libéraux et le NPD. Et à quoi peut-on s'attendre justement jeudi prochain lors de la présentation du budget de la ministre Freeland? Ce sera notre principal sujet de discussion avec notre panel de journalistes que je retrouve avec plaisir, Joël Denis, Althia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, toutes sortes de sujets, évidemment, lutte à l'inflation, lutte au déficit, augmentation des dépenses militaires. Je vais vous demander d'abord, d'entrée de jeu à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous allez surveiller plus particulièrement jeudi prochain? Je vais commencer avec Catherine. Ben en fait, moi, ce que je vais surveiller, c'est qu'est-ce qui sera sacrifié, en fait, parce qu'on sait que la demande de dépenses est très, très longue. Hein. Vous l'avez dit, il y a cette entente avec le NPD, il y a cette entente, en fait, il y a ces attentes plutôt de l'OTAN en matière de défense. Alors, vraiment, il y a eu beaucoup d'imprévus récemment envers Madame Freeland, vraiment, a dû réécrire son budget, j'imagine, à la dernière minute pour ajouter toutes ces choses. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de promesses finalement là, qui doivent être dans ce budget, notamment en matière d'habitation. Donc, je vais surveiller en fait qu'est-ce qui ne sera pas dans ce budget ou qu'est-ce qui va être peut-être là, remis à plus tard parce que pour éviter là, que le déficit soit trop grand. Ouais, Althia, vous vous attendez à quoi de votre côté? Je dirais que je vais surveiller, voir si le ratio de dette au PIB continue à baisser, que c'était
l'indicateur que le gouvernement libéral nous avait donné dès 2015, quand ils sont sortis avec leur premier budget en 2016, pour nous dire qu'ils allaient agir de manière responsable à ce qui a trait aux finances de la nation. Alors ça, je vais regarder ça aussi. J'imagine que ça a été un exercice assez difficile pour Mme Freeland. C'est quand même, les choses changent beaucoup. Oui. L'inflation, les revenus dans l'Ouest aussi, tu sais. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, je sais pas trop qu'est-ce qui va pas être là, mais je me demande comment elle va pouvoir mettre tout ce qu'il y a dans le panier dans son budget. Oui, c'est ça, exactement, parce que, bon, la priorité des Canadiens en cette période inflationniste, c'est l'augmentation du coût de la vie. Joël Denis, je viens à vous. Avez-vous entendu des choses en coulisses de votre côté? Qu'est-ce que vos sources vous disent à propos de ce budget jeudi? Ben, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait la taxe sur la banque, sur les banques, les profits des banques qui avait été annoncé en campagne électorale, le 3%. Le gouvernement a besoin de revenus. C'est clairement, oui, il y aura plus de revenus parce que l'inflation est plus importante. Les revenus sont plus importants aussi grâce à la hausse du prix du pétrole. Mais je vous dirais, Esther, la chose suivante. Je pense que ce sera le budget le plus difficile à préparer des 30 dernières années en raison des événements que l'on connaît. La guerre en Ukraine, l'inflation galopante, les demandes des provinces, les demandes du NPD. Comment concilier tout ça et la hausse des dépenses militaires? Donc, il y a beaucoup de pression de part et d'autre. Et Mme Freeland serait-elle en mesure de dire non à beaucoup de monde? Je l'ignore. Ce qu'il faudra surveiller, évidemment, en plus des dépenses militaires, je pense, c'est l'ampleur du déficit. On a prévu une baisse du déficit. Je pense que ça devrait atteindre pas plus que 154 milliards, ce qui est déjà beaucoup lors du présent exercice financier. Est-ce que ça a rapport à la hausse? Est-ce que c'est stabilisé? Est-ce que ça a rapport en baisse? Ce sera un exercice très, très difficile. Aussi difficile, j'oserais même dire, que le budget de 95 préparé par Paul Martin, où on a entrepris une difficile lutte au déficit. Je pense que ce sera la même ampleur, ce déficit préparé par Chrystia Freeland. Oui. Catherine, je vais revenir plus précisément sur les demandes du NPD, justement. Qu'est-ce qui doit absolument se retrouver dans ce budget pour satisfaire le NPD? Les soins dentaires. Les soins dentaires, absolument. Ça, c'était très clair, en fait, dans l'entente. En fait, c'était d'ailleurs la proposition la plus détaillée. Hein. Donc, on le sait, à partir de cette année, donc les soins dentaires seront accessibles aux enfants de moins de 12 ans. L'année prochaine, ce serait aux enfants, en fait, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Et en 2025, finalement, ce serait toutes les personnes à faible revenu. Donc, finalement, c'est, disons, la promesse là que je m'attends à voir dans ce budget-ci. Et évidemment, bon, il y a aussi là cette promesse-là en matière de logement pour reconvertir d'anciens immeubles en logements abordables. Ça, c'était déjà un programme là, qui était là, qui était présent, et puis le NPD a demandé à ce qu'il soit prolongé d'une année de plus. La promesse, en fait, qui n'est pas tout à fait détaillée, et je m'attends pas à avoir trop de détails là-dessus, c'est l'assurance médicaments. Ça, c'était, disons que c'est un projet peut-être à plus long terme. Je pense que d'ici 2025, on verra si ça va réellement se réaliser. Mais je pense que vraiment, c'est plus un vœu pieux plutôt qu'une promesse là, qui sera réellement réalisée. Althia, bon, on a entendu un peu plus tôt le chef du Bloc québécois qui a fait ses demandes pour voter pour le budget aujourd'hui. Le Bloc demande encore et toujours évidemment l'augmentation des transferts en santé pour les provinces. Mais dans les faits, avec l'Alliance libéraux-néo-démocrates, qu'est-ce qui reste au Bloc comme pouvoir de négociation pour obtenir finalement ces transferts en santé? C'est une très bonne question parce qu'on pourrait dire pas beaucoup, franchement. Le gouvernement libéral offert aux provinces 2 milliards de dollars pour les services en santé. C'est pas la promesse qu'ils avaient fait de renégocier les transferts en santé avec les provinces, mais je pense que ça va se faire pour le Bloc. C'est plus qu'un pouvoir tellement de négociation, mais les choses qui vont pouvoir être vues au Québec comme un affront, si on veut. Alors, ils vont quand même donner des gains au Bloc sur des motions d'opposition, des choses comme ça. Mais en termes de pouvoir de négociation dans le budget, depuis que le NPD est en accord avec le gouvernement libéral jusqu'en 2025, il n'y en a pas. Oui, parce que Joël Denis, on sait que le Bloc demande d'augmenter de 22 à 35 % les transferts en santé aux provinces. Vous vous attendez à quoi jeudi relativement aux transferts en santé?
peu de mouvement parce qu'il faut que ça fasse l'objet de négociations entre Justin Trudeau et les premiers ministres des provinces. D'ailleurs, c'est intéressant de noter, Esther, que cette semaine, les premiers ministres des provinces ont lancé une campagne de sensibilisation. Le jour même où Chrystia Freeland annonçait la date du budget, et dans cette campagne de sensibilisation visant les Canadiens, on voulait souligner à nouveau l'urgent besoin d'augmenter les transferts en santé en raison de l'état du système actuel qui a été rudement mis à épreuve durant la pandémie. Donc, je ne crois pas qu'on va donner suite aux demandes des provinces de l'ampleur que souhaite le Bloc, par exemple, le Bloc québécois ou encore les provinces. Ça va se faire dans le cadre de négociations futures, une fois que la pandémie serait terminée, mais il semble que la pandémie connaît toujours de nouvelles vagues, donc c'est repoussé un peu toujours à plus tard, cette fameuse négociation entre M. Trudeau et les provinces. Oui, malheureusement, c'est ce qu'on voit présentement. Sur la lutte au déficit, maintenant, le temps file, il faut aller un peu plus vite. On a le sentiment que le gouvernement Trudeau n'a jamais autant dépensé. Juste au cours des 2 dernières semaines seulement, 10 milliards pour les garderies en Ontario, 9 milliards pour réduire les gaz à effet de serre, 2 milliards pour les provinces pour réduire leur liste d'attente en chirurgie. C'est sans compter, évidemment, tout ce qui a été dépensé pendant la pandémie. Catherine, est-ce que le gouvernement Trudeau a abandonné l'objectif du retour à l'équilibre budgétaire dans un avenir rapproché? Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Oui. Ah oui, tout à fait. Je pense que c'est très clair. Je pense que, bon, à la défense de Mme Freeland, je pense qu'elle s'attendait à ce que ce budget-ci soit un budget peut-être pour, en fait, prouver, en fait, qu'on peut éventuellement aspirer à l'équilibre budgétaire ou du moins à un déficit qui n'est pas trop élevé. Mais là, évidemment, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, bon, la guerre en Ukraine et nos dépenses en défense qui doivent augmenter, mais aussi là, cette entente avec le NPD, visiblement, tout ça a été jeté par la fenêtre. Donc, je pense que vraiment, autant que l'héritage de Stephen Harper a été de diminuer la taille du gouvernement, autant que chez les libéraux, ben, on revient un peu finalement à la case départ. On augmente la grosseur du gouvernement. Le gouvernement est omniprésent et surtout, le gouvernement est en train de mettre en œuvre, le gouvernement fédéral est en train de mettre en œuvre des promesses sociales auxquelles les provinces là, ne veulent pas nécessairement s'attaquer. Qu'on pense aux garderies, qu'on pense aux soins dentaires. Donc, vraiment, un gouvernement plus gros et des déficits plus gros, je pense que c'est ce à quoi on s'attend. Et voilà, on peut voir avec les taux d'intérêt qui vont augmenter que ça peut être peut-être un peu inquiétant de ce côté-là. Althia, jusqu'à quel point le gouvernement Trudeau a un défi, je dirais, de crédibilité en matière de contrôle des finances publiques, selon vous? Bien, je pense en partie que la pandémie, elle a changé la donne, dans le sens que les gens sont maintenant habitués à avoir des vraiment gros déficits, des déficits qu'on n'aurait pas pensé il y a 2-3 ans avant. Là, ça nous choque moins d'entendre qu'il y a 9 milliards de dollars qui vont être dépensés pour lutter contre les changements climatiques. Depuis la pandémie, je pense que ça a changé un petit peu. Le problème pour le Parti libéral, franchement, c'est que ils avaient déjà, même avant la pandémie, des déficits structurels. Puis maintenant, on ajoute à votre liste, là, on peut aussi compter les F-35. On n'a pas eu le coût total pour cette facture. Il y a beaucoup de choses qui vont s'adonner, qui créent des gros programmes, puis qui ne nous disent pas comment ils vont les payer. Ça, pour certains libéraux, surtout les libéraux bleus, comme on les appelait dans le temps, c'est vraiment une grosse inquiétude. Oui. Alors, on va suivre ça jeudi prochain. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Je dois arrêter là-dessus. Mais on vous retrouvera, évidemment, au cours des prochains jours pour en discuter la semaine prochaine, idéalement. Joël Denis, Althia et Catherine, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 31 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.